elle vieillit, elle est obligée de changer. Quand les enfants ils naissent, elle est obligée de changer. Pour chaque enfant, elle est obligée de changer. Donc de toute façon, on est condamné à changer. On est condamné. Alors comment quelqu'un peut dire je suis comme je suis, il faut m'accepter comme je suis? Mais t'as pas compris. Disons que je vais t'accepter, mais tu vas être inadapté. Et un enfant il a 8 ans. Tu dis va lui. Mais il a 38 ans. Tu peux pas lui dire ça. J'ai à 18 ans, c'est même plus de l'éducation, c'est de la négociation. C'est un syndicat. À 17, 18 ans, maintenant il faut négocier avec l'enfant, tu sais, mon fils, il faut qu'on parle. Si tu lui dis va au lit et ferme-la, ça ne marchera jamais. Tu es obligé de négocier. Sinon il faut le jeter. Et quand c'est jeté, c'est un syndicat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle va être obligée de changer par rapport à ses enfants. Elle va être obligée de changer par rapport à sa femme. Il y a des gens, par exemple, ils attrapent une maladie très grave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette maladie, ça s'appelle la teshuva. Ils font teshuva. Une femme, mariée, gentille, sympathique, koukaï, synthrope. Elle s'est mariée avec lui, anti-martinique, beau, bronzé, grand, sympathique. Manque de chance, il a rencontré un arabe, il lui a tourné la tête. Allez monsieur maintenant. Et il veut la tefila, mincha, shafari, il veut que tu te couvres la tête, la sniout. Il dit comment la sniout? Mais je suis tellement belle toute nue. C'est difficile. C'est très très dur. C'est qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes nous créent des problèmes. Et ça met tout en noir. Vous avez vu comment elles font maintenant? Tout en noir, tu vois que les yeux. Et c'est très grave, parce que la femme juive c'est le contraire. Elle est toute nue avec des lunettes noires. C'est pas possible. Ça veut dire que, non ne rigolez pas, parce que les Khattamim ils disent que la sniout des Arabes, c'est une ta'ana pour nous devant Dieu. Parce que Dieu il dit, dis-moi, c'est nous qui sommes les porteurs de la pudeur. Tu viens, mais non, c'est eux qui nous font honte. C'est dangereux pour nous, c'est dangereux, c'est nous qui devons porter la pudeur dans le monde. Et nous au contraire, plus nu que moi tu meurs. Pourquoi? C'est plus un décolleté, c'est une visite du compagnon. C'est quoi cette logique? C'est qu'une personne, elle doit accepter qu'elle a épousé une femme, elle a épousé un mari. Maintenant, il y a un potentiel extraordinaire chez l'autre. Seulement, il a besoin d'être exploité. Maintenant, toi, il faut que tu acceptes un double travail. Et ça, c'est un travail qui est difficile à faire. C'est qu'on est professeur et élève de son conjoint. Professeur et élève. Mais ce n'est pas les mêmes qualités. Parce que pour être professeur, il faut savoir transmettre. Et pour être élève, il faut savoir écouter. Et comment tu vas faire les deux? Eh bien, c'est très simple. Il y a des moments où tu es professeur, il y a des moments où tu es élève. Maintenant, quand tu es professeur, est-ce que tu incites ou est-ce que tu suscites? Est-ce que tu veux que l'autre y comprenne de lui-même ou que tu vas lui répéter un ordon de colo jusqu'à ce qu'il... Non, c'est un grand professeur italien, très connu, oui. Jusqu'à que ça lui rentre dans la tête, Yahwa. Mais j'ai pas la patience. J'ai beaucoup d'exigences. Je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça. Et il va la saouler, elle va le saouler. Ils vont se saouler les deux, sans alcool. Je donne la règle. Quand tu attends beaucoup, exige peu. Quand tu attends beaucoup, exige peu. Et moins t'exiges, plus tu reçois. Tu me dis, c'est pas vrai. Parce que moi, je demande rien et j'ai rien. Eh ben, t'as reçu ce que tu voulais. D'accord? Détendez-vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, regardez les parents. Je sais pas comment je vais faire, c'est censé être un débat. Quoi? C'est difficile pour moi, mais je vais faire un effort. Bon, maintenant, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'une personne qui est en face de moi, elle a un potentiel. Maintenant, c'est à moi de créer des ponts pour le potentiel de l'autre. Mais je ne dois jamais oublier que j'ai épousé quelqu'un qui a plusieurs facettes. Et aussi, surtout, c'est important, qu'il y a un Yetzirah, un Yetziratov. Les gens ne croient pas. Évidemment, on n'est pas religieux. Quelqu'un m'a dit une fois, vous savez, monsieur le rabbin, moi je ne suis pas religieux, je n'ai pas de Yetzirah. Vous, les religieux, vous avez un Yetzirah, mais nous, on n'a pas de Yetzirah. C'est vrai, des fois, tu leur dis, il ne faut pas faire comme ça. Il dit, pourquoi vous voyez le mal? Je dis, vois pas le mal. Il dit, vous voyez le mal partout. Non, je le vois en vous. Ça veut dire qu'une personne, elle doit accepter qu'elle est bipolaire. On est deux pôles. Même les psychologues, ils disent, il y a le côté enfant, le côté adulte. D'accord? Les psychiatres, ils disent la tendance vers la mort, la tendance vers la vie. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. Dr Jekyll et Rav Hyde. Double personnalité. D'accord? On est tous doubles. On est tous doubles. Le problème, il est de savoir, c'est vrai qu'on est doubles. Maintenant, toi, lequel des deux tu es? Est-ce que tu vas t'identifier au côté positif? Ou est-ce que tu vas t'identifier au côté négatif qui est en toi? Tu es qui? Maintenant, quand toi, tu sais qui tu es, après, tu décides de ce que tu vas exprimer. Est-ce que tu vas exprimer ton Yetzirah ou Yetziratov? En résumé, on va dire c'est très simple.
Le Yetzeratov, c'est la bonne volonté, le Yetzera, c'est la mauvaise volonté. Maintenant, à votre avis, dans un couple, la conjonction de deux mauvaises volontés, est-ce qu'elle a de l'espoir de s'arranger? Non. Attention, la conjonction d'une bonne volonté et d'une mauvaise, ça marche ou non? Un, il fait des efforts, l'autre il envoie paître. Après, celui qui fait des efforts, il s'est fatigué. Alors l'autre il dit, bon, je crois que j'ai exagéré, maintenant il fait des efforts. Donc il dit, tu vas payer maintenant. Donc, il y a une mauvaise volonté, une bonne volonté, mais par interférence. Ça dure des années. Il se fatigue, il s'épuise. Il faut deux bonnes volontés. Le problème, c'est que pour exprimer la bonne volonté, on a dit qu'il faut tuer la mauvaise. Il faut tuer la mauvaise. Et vous savez, il dit le Rovot Alvavot, le Yetzerara, il est présent dans chaque molécule, dans chaque atome, dans chaque situation, dans chaque mot, dans chaque acte. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas capable de mettre une caméra au-dessus de ta tête et réfléchir à chaque instant à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, mais il va jouer avec toi. Toi, tu as donné une promesse à ta femme que ce soir à 8h, on sort. Tu lui as promis, ça fait 4 ans qu'elle attend cette sortie. Tu dis ce soir, chérie, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y a même, tu sais quoi, je vais dire un truc grave, même si c'est une grève. Même si c'est une grève. Ce soir, à 6, 7, 8 heures, je serai devant la porte, chérie, en bas, on va au restaurant. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut être anticipation. À 8h moins quart, la cliente, elle arrive. Ça s'appelle la cliente de 8h moins quart. Il y a deux clientes. Il y a la cliente de 8h moins quart et la cliente de vendredi après-midi. Elle vient juste au moment où tu vas fermer le magasin. Tu vas pour fermer, elle dit, excusez-moi, j'ai ma porte qui est bloquée, j'ai ma machine à laver qui coule, j'ai mon fils qui coule. Alors qu'est-ce que tu fais, Mélan? C'est là qu'on va savoir, est-ce que tu es chômeur Shabbat ou tu n'es pas chômeur Shabbat? Tu dis, allez encore une cliente, allez encore 100 euros, encore 200 euros. En Botaï, le Shabbat, il rentre à la Shkia. C'est quoi la Shkia? C'est le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que à la Shkia, il y a Shkia. Il y a Shkia et c'est tout. Tu dis, on prend qu'on gagne 20 euros, encore 30 euros. Il y en a, ils sont mis à la Shabbat pour 30 euros. Ah, j'étais au magasin, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, on a fait quand même 30 euros. 30 euros, ça veut dire juste quoi? Je paye les impôts sur la journée. C'est exactement pareil. Il y a la cliente du vendredi soir. Il y a la cliente du rendez-vous. Ça veut dire que le Yetzerara, il va t'envoyer cette cliente-là. Tu dis, bon, mais elle est patiente, c'est une fille gentille, elle va accepter. C'est pas grave, je veux lui dire que c'est une bonne cliente, elle va accepter. Tu sais, une branche, quand elle craque, tu sais jamais où et quand elle va craquer. Mais elle va craquer. Combien tu appuies? Et tu vas me dire, et pourquoi elle craque? Pourquoi elle craque la branche? Elle n'a qu'à pas craquer? C'est impossible. Toi, tu supportes, l'autre, il supporte. Et c'est vrai, d'un autre côté, pourquoi elle craque la branche? Une fois, une femme, elle est venue, elle m'a dit, monsieur Méchétrit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, je suis lié, j'ai dit, excusez-moi. Elle m'a dit, c'est la goutte, c'était le mot de trop. C'était le rendez-vous de trop. C'était les nerfs de trop. C'était les textos de trop. C'était le regard de trop. Il y a des gens bizarres. Je sais pas, ils sont pas religieux, moi, je les juge pas, mais ils draguent la meilleure amie de leur femme, en présence de leur femme. Ils disent, il n'y a rien de mal, c'est une façon de parler, c'est une façon de charmer, c'est une façon de rigoler. Mais tu es en train de draguer, là, baba. Tu es en train de... Ah, tu te prends la tête avec ta religion. Non, mais là, tu es en train de draguer. Tu es marié, tu es en train de draguer. Ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils perdent il y en a pire. Ils sont comme ça avec leur femme, ils disent, oh, regarde, c'est là comment elle est canon. Et c'est la chouma. Même si tu n'es pas religieux, il faut quand même avoir un petit peu de cerveau. Le cerveau, il n'est pas optionnel, c'est pas la clé. Il faut l'avoir, ouais. Elle me dit, cette femme, ou ce mari, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Moi, j'ai une question. Je dis, madame, je comprends pas. Je dis, comment une goutte, elle peut faire déborder un vase? Elle me dit, mais elle comprend rien, ce rabbin, quoi. Le vase, il est plein. Et bien, la goutte, elle fait déborder le vase. Je dis, je comprends pas. Je dis, j'ai un vase, il est énorme. Il y a des gouttes. Ben, il y a une goutte. Après, la goutte, elle déborde. Je dis, la goutte, elle fait déborder le vase. Voilà, c'est facile à comprendre. Il est plein, et ça déborde. Ah, je ne peux plus, et ça déborde. Vous comprenez pas? Je dis, madame, je comprends pas. Je comprends pas. Elle me dit, pourquoi vous comprenez pas? Je dis, parce que moi, madame, mon vase, quand il y a une goutte dedans, le lendemain, quand la deuxième, elle vient, la première, elle a disparu. En hollandais, on dit boire ça. Ouais. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Pourquoi tu gardes les gouttes? Goutte après goutte.
Quand tu demandes à quelqu'un, raconte-moi ce qui va pas, ce qui va bien, il dit pas. Ce qui va pas, il a les dates, les heures. Elle te dit, le premier jour que je suis rentré chez ma belle-mère, elle m'a regardé de travers. Elle m'a manqué de respect. Au lieu de me regarder comme ça, elle m'a regardé comme ça. Genre, tu rentres, tu es l'étrangère. Et lui, le pauvre, ça fait 27 ans qu'il lui explique. Ma mère, elle a un strabisme. Quand elle regarde comme ça veut dire qu'elle regarde comme ça. C'est facile de se justifier. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est impossible, comprenez ou non? La logique, c'est ça. Le problème, c'est que tous ces micro-pièges, tous ces petits empoisonnements, parce que moi, je vous dis, j'ai écouté des milliers de couples. J'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Rarement. Ils n'ont que des lourdeurs qui dégénèrent. Des lourdeurs, des fois ils ont même... C'est normal, je n'ose même pas vous en parler, écoutez, c'est vrai que... Bon, c'est vrai qu'il y a eu coups et blessures, il y a eu tentative d'assassinat, mais... Si on vient avoir au début, c'est vraiment dérisoire, c'est vraiment nul, enfin, je sais pas, je n'ose même pas. On lui dit, on lui en parle. Et les gens te racontent des lourdeurs. Un potail, une lourdeur, ça n'existe pas. Vous voulez savoir? Le type maintenant du 6e étage, vous habitez au rez-de-chaussée, le type du 6e étage, il a une fuite d'eau en dessous de la lavabo. Vous savez qu'il y a une loi en plomberie, rien n'arrête l'eau. Rien. L'eau, elle traverse la chape du 6e, et du 5e, et du 4e, et du 3e, elle arrive chez toi. Elle te casse la chape, elle te casse l'enduit, elle te casse le plafond, elle te casse tout. Quand tu vas chez le mec du 6e, il dit, écoutez, monsieur, franchement, venez avec moi, il ouvre, tu regardes, tu goûtes de rien, tu goûtes à goutte. Ça vaut pas le coup de mettre un joint. Ça vaut pas le coup de, ça goûte de rien. Une goutte ici, et le plafond il tombe aussi pour une chaussée. C'est pareil dans les couples. Une bêtise, c'est rien. Les gens, par exemple, ils ont une façon de parler. Il y a des gens, dans leur façon de parler, ils ajoutent en fin de phrase des adjectifs qualificatifs. Espèce de grosse... Ils rajoutent des mots. Ils appellent ça des laxatifs, c'est pour faire passer. Oui. Mais pourquoi tu parles comme ça? Ah, monsieur le rabbin, vous n'allez pas commencer. Pourquoi tu parles comme ça? Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils parlent avec des gros mots. Moi, des fois, ils auront de gros mots. Ils disent, hop. Je dis, attendez, mais vous arrivez à faire une phrase sans un gros mot? Ils savent pas. Et là, il s'agit de ta femme. Parle gentiment, c'est ton mari, fais attention à ce que tu dis. Oh, vous savez, on va pas commencer là. Mais ta mère, tu lui parles pareil. Ah, ma mère, c'est pas pareil. Mais c'est la mère de tes enfants. Oui, mais enfin, il réfléchit. Tu fais attention à ton langage. Ça veut dire que tu as une discipline de kavod. Tu as une discipline de ce que tu fais, tu as une discipline de ce que tu dis, tu as une discipline de ce que tu réfléchis. En réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le filtre de la négation qui rentre à l'intérieur de ton couple. Est-ce que ta maison est propre ou non? Vous avez une maison, d'accord? Il y a une mezouza à la porte. À quoi ça sert? Ça porte bonheur. Ah, il est venu, il m'a dit, ah, Chétri, est-ce qu'ils vendent des mezouzotes en forme de fer à cheval? Parce que la mienne, elle ne rentre pas. Il voulait une mezouza en forme de fer à cheval. Je dis, bien sûr. Vous avez même avec le thermomètre sur le côté, comme ça. Comme ça, vous pouvez mesurer le degré de l'imouna, là. Il monte. Je dis, la mezouza, c'est quoi? La mezouza, c'est comme quand vous rentrez dans un... Vous savez, quand on va à l'aéroport, vous passez par un sas de sécurité. Alors, pourquoi? Dès qu'il y a un danger, ça sonne. Si tu as une mitraillette sur toi, par exemple, dis-le. Parce que sinon, le type qui est devant l'écran, il va mourir. Tu dis, voilà, j'ai une mitraillette, tu la poses, hop, on la vérifie, d'accord, il n'y a pas de problème, tu passes. C'est exactement pareil. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu viens avec tes soucis, avec tes angoisses, avec tes mères, avec ta belle-mère. Il y a beaucoup de... Ouais, d'accord. Donc, tu viens avec des choses difficiles. Au moment où tu rentres, si tu rentres avec la rumba, ça fait... Tu laisses la rumba dehors. C'est pour ça que les vitordures, en général, ils sont sur le palier. Toute la kharawala, tu la laisses là-bas. Et ça, c'est une chose qui est difficile à faire. Pose une question. Vous savez, des fois, vous allez dans la rue, c'est marqué toilette publique. Vous avez déjà vu ça? Toilette publique. J'ai jamais compris cette question. C'est pas les toilettes publiques. Parce que quand vous entrez dans les toilettes, il y a une seule cuvette. Toilette publique, ça aurait dû être une salle avec 10 cuvettes. On s'assoit tous là-bas. Comment ça va? Comment ça a été ta journée? Ça, c'est les toilettes publiques. Mais ça veut dire quoi? Il y a un seul toilette, t'appelles toilette publique, c'est toilette privée. Pourquoi tu l'appelles toilette publique? Tu dis, mais écoutez, ça n'a aucun sens. On va pas se mettre à 10 dans un toilette. Ah bon? Alors vous savez, je pose des questions idiotes pour essayer de comprendre, parce que je suis idiot. Donc les toilettes, il faut que ça soit seul, d'accord?
Deuxième question. Pourquoi quand on va à la salle de bain, on y va seul? Pourquoi on n'y va pas plusieurs? Avec les enfants, les parents, les grands-parents, ou la voisine, même quand ta femme est là. Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Tu dis, mais c'est pas possible, la salle de bain, c'est un endroit d'intimité, on a besoin d'être seul. Maintenant, quel est le facteur commun entre les toilettes et la salle de bain? C'est très simple. C'est que quand tu dois te débarrasser de ce qui est sale et dégoûtant en toi, tu le fais de manière personnelle et individuelle. Tu n'es pas obligé de déverser tes problèmes ou là ta saleté sur la tête de l'autre sous prétexte qu'elle t'aime ou qu'il t'aime. Même le maire, quand tu es à la mairie, il te dit pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est faux, il y a aussi la mire, il y a le pire et la mire. D'accord. Ça veut dire quoi? Bon, ça c'est pour les ashkénazes, les autres ils ne veulent pas comprendre. Donc ça veut dire qu'une personne, elle a du mal en elle. On a tous ses problèmes, on a tous ses soucis. Mais est-ce qu'on est obligé de pourrir l'autre avec nos problèmes? Alors je te dis, si tu lui donnais aussi autant le bien que le mal, c'est pas grave. Mais si tu lui renvoies que le négatif, et comment l'autre il va avoir la simcha de rentrer chez lui? Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent à un quart d'heure de chez eux, mais ils tournent 1 heure en bas pour trouver une place. Attends, le type, il habite dans un bled très connu, c'est loin, c'est très loin, ça s'appelle Khalhalé. Ouais, d'accord. Il y a pour se garer, il y a des champs. Pourquoi il met 1 heure pour rentrer? Il dit, je peux pas rentrer chez moi. J'ai une homme à rentrer chez moi. Parce qu'il y a des gens, tu rentres, ils t'écrasent, ils t'angoissent, ils sont noirs. Tu les vois, on dirait la porte du cimetière de Pantin. C'est la Roma. C'est tellement la Roma que la Roma, elle rentre chez toi. Ça provoque des maladies, ça s'appelle le rhumatisme. D'accord? Ça va le partout, tu dis. Mais le contraire, la femme, elle s'appelle Baïd. Dans la Torah, la femme, elle s'appelle Baïd. C'est que quand un homme, il rentre à la maison, il rentre dans le Baïd. La femme, elle reçoit son mari, c'est ça son kiff. Donc les deux, ils vont prendre des forces. Un homme, il doit prendre des forces chez sa femme, la femme chez le mari. Donc maintenant, la Torah t'a dit, à l'entrée, tu mets la mezouza. C'est quoi? C'est que même devant ta bouche, il faut mettre une mezouza. Attention à ce que tu vas dire. Est-ce que tu vas dire, ça va construire ton couple, ou est-ce que tu vas dire, ça va détruire ton couple? Avant d'agir, tu réfléchis. Est-ce que ce que tu vas faire maintenant, c'est bien pour ton couple, ou c'est mauvais pour ton couple? Tu dis, mais c'est pas grave, elle va supporter, il va supporter. Non, réfléchis bien. Réfléchis bien. Encore une fois, tu sais pas quand est-ce qu'elle va craquer la manche, et tu sais pas quelle pression tu vas exercer dessus. Donc au lieu de détruire la réalité qui est devant toi, tu as la qu'à la construire. Faut juste que tu ne te trompes pas de projet. Donc le projet d'un homme, c'est sa femme, et le projet de la femme, c'est le mari. Après les moyens que tu vas te donner, eh ben, il faut être rare. Il y a beaucoup d'éléments dans la communication, dans le crécelle, mais moi je crois que la base, aujourd'hui, c'est le problème du Yetzirara. C'est quoi le Yetzirara? Les gens Yetzirara, c'est pour les Averot. Non, le Yetzirara, c'est celui qui est présent quand toi tu réponds à son. Quand quelqu'un dit une bêtise, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les mots ont dépassé ma pensée. C'est bizarre, genre la bande sonore est partie avant le film. Il te dit ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien dis-le ce que tu veux. Ah mais c'est pas évident. Il dit ça a été plus fort que moi. Voilà, il y a un truc en toi qui est plus fort que toi qui n'est pas toi. Ouais. Je n'étais pas moi-même. Alors tu t'es qui? Peut-être c'est pas chaud. Si un homme, une femme n'ont pas appris à maîtriser leur Yetzirara, et vous avez compris maintenant que le Yetzirara c'est quoi? C'est le confort à la non-existence. Un coléreux par exemple, ou une coléreuse, elle se crée une carapace qui lui permet de ne pas exister. Parce que quand elle gueule, on la laisse tranquille. L'autre, il a une maladie très grave, qui est devenue une religion, qui s'appelle le bouddhisme. C'est des gens qui boudent pendant des mois et des mois. Tu viens en parle. Non, j'ai rien à dire. C'est pas possible. Il boude. Je dis, écoutez, ça fait 1 mois qu'il ne me parle plus. Ça fait 3 mois qu'il ne me parle plus. Ça fait 6 mois, des années. Ben, comme ils ne se parlent plus, ils font la tête, ils ne bougent plus, ils ne font plus rien, ils grossissent, ils en perdent des cheveux, ils restent assis comme ça. Et ils ne parlent que du passé. Hein, ils se rappellent, ils regrettent. C'est pour ça qu'on dit en français, il bouddha. Ouais. Non, une personne, elle doit comprendre qu'elle doit dépasser son amour propre pour réussir à créer un lien. Pourquoi? Parce que franchement, de vous à moi, pourquoi on se marie? On se marie par amour. C'est rare qu'un type il rentre sous la coupa avec un fusil à canoncier dans le dos. C'est bon, c'est dangereux ces trucs-là, madame. Enlevez-le. Allez! Tu es rentré sous la coupa de ton plein gré, par amour. Donc si on s'est marié par amour, au lieu de faire un camp de la mort, on n'a qu'à faire un camp de l'amour. Pourquoi un camp de la mort? Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient pourquoi ils sont mariés. Mais pourquoi tu t'es marié?
Pourquoi tu t'es marié? Regarde ce mot que tu as dit. Et c'est ta femme, comment tu lui parles comme ça? Elle m'énerve. Bon, pourquoi tu l'énerves, toi? Mais il me déçoit. Bon, pourquoi tu le déçois? Pourquoi tu le déçois? Parce qu'elle n'est pas venue à l'heure. Bon, pourquoi elle n'est pas venue à l'heure? Je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais je comprends pas. Regarde comment vous faites, comment vous fonctionnez. C'est une logique très simple. Les pompistes ne peuvent pas être des fumeurs. Imagine tu es un gros fumeur. Le mégot comme ça, et tu es en train de faire le plein. Alors je vous mets combien? Il y a des vapeurs d'essence. L'autre il regarde et dit bougez pas, monsieur, ne bougez pas. Répète après moi. Itkada, Itkada, tu vas mourir. On ne peut pas être pompiste et fumeur. Maintenant tu sais que ta femme c'est de l'essence. C'est de l'essence. Ne jette pas tes mégots. Tu sais que ton mari c'est un nerveux, arrête de le piquer. C'est rien, c'est originaire pour rien. Mais tu l'as saoulé, Mais il m'écoute pas. Moi je crie parce que quand je crie pas, il m'écoute pas. Ouais, les gens disent, moi je dis rien, un jour j'éclate. Moi je suis comme ça. Moi je suis quelqu'un, je prends sur moi, un jour j'éclate. Alors lui, il sait pas qui l'a épousé. Est-ce qu'il a épousé un vaporisateur ou un karcher? Il sait pas. Demandez à un spécialiste, regardez avec Sarkozy. D'accord? Il sait pas. C'est comme si toi tu vas prendre une douche, et au moment où tu vas prendre la douche, le mec il joue très bien, et cette douche est un peu spéciale. Vous dites pourquoi? Écoutez, c'est une douche, vous l'ouvrez, c'est une douche, un kiff, 38 degrés, loquico, sympathique et tout, mais de temps en temps ça devient un karcher industriel de 38 millions de kilobars. Ça veut dire que les gens qui se lavent, on les retrouve par terre sous forme de viande hachée. Il dit, mais ça vient quand? C'est passé imprévisible. Vous prenez la douche et une fois sur 100, c'est bon, et je suis numéro combien? Là, vous êtes hier c'était 99. Là c'est pareil. Quelle différence entre quelqu'un qui se met en colère de temps en temps, mais de manière imprévisible, et quelqu'un qui se met tout le temps en colère? Il y a une différence ou non? Non. Il y a une différence pour celui qui est coléreux, parce qu'il dit bon, mais il y a aussi des bons côtés, aussi, je veux dire, je suis pas tout le temps en train de faire la gueule. Mais pour l'autre, ça s'arrête jamais, parce que comme elle a toujours peur que ça arrive, donc pour elle, c'est comme si elle était courageuse tout le temps. Si tu as quelqu'un qui ment, si ta femme elle ment, bon, je parle pas de ce qu'elle ment, elle est obligée de mentir. Ça c'est le début du mariage, elle est obligée de te dire la moitié du prix de ce que ça vaut quand elle achète une tenue. Ça c'est normal, ça c'est minimum 50%. Il y en a qui arrivent à 70, ou là. C'est le tenue que ça coûte 400 €, tu vas dire, mais je comprends pas, mon costume il coûte 62 €. Une tenue c'est 400, c'est comme ça, tu l'oublies. C'est une marque italienne très connue au sentier, ça s'appelle Chicapara. C'est quoi qu'une personne met un mensonge qui est sans arrêt. Il ment pour elle, elle ment pour rien, elle ment pour ça, elle ment pour ça. Donc quelle différence entre quelqu'un qui ment tout le temps et quelqu'un qui ment de temps en temps? Quelle différence? Mais de manière imprévisible. C'est la même chose. Comprenons-nous? Quelqu'un qui est violent, mais on ne sait pas quand. C'est la même chose. Donc le problème c'est quoi? C'est que si nous, on n'accepte pas de maîtriser ce qui est en nous, et si on n'accepte pas que la personne qui est en face de nous, en fin de compte, elle est adaptée à nous, parce qu'elle nous envoie un message. Vous comprenez ou non? Parce que les gens nerveux, ils épousent des gens qui les énervent. Les gens Allah, ils épousent des gens qui sont exigeants, qui sont nerveux. Pourquoi c'est comme ça? Tu vois des couples, tu te demandes des fois comment ils se sont mariés. On dirait un Doberman et un papillon. C'est ça la chose. Ouais. Une femme, elle a une grave maladie, khrifa, de mère en fille. Khrifa. Et le mari, c'est une grande famille très connue. En Tunisie, ça s'appelle Allah Ibarek. C'est une famille connue, ouais. Celui-là, quand il est dans un canapé, t'arrives plus à le distinguer, lui, le canapé. Il y a une espèce de forme comme ça, c'est du tout cuir. Vraiment. Comment ces deux-là, ils vont s'arranger? Maintenant, imagine, ils sont devant la télé tous les deux. Alors, ils ont regardé un reportage sur les Seychelles. C'est des îles, très belles îles. Regarde les îles des Seychelles. Le mari dit, tu sais quoi? Pourquoi on part pas aux Seychelles? Il a dit ce mot. Maintenant, je ne peux pas vous le faire en temps réel parce que ça va trop vite. La femme qui compte 1, 2, 3, elle est rentrée dans la chambre, elle a fait les valises, elle a préparé le baby-sit, elle a pris en même temps les billets sur Internet, elle a organisé les voyages, elle a pris le taxi, elle est en maillot de bain avec le tuba devant la porte. Vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. La khifa. Lui, il a vu une espèce de météorite traverser la salle à manger.
Il sort de son coma de télévision. Il va dans la chambre. Il trouve pas sa femme. Il fait le tour de la maison. Il la trouve devant l'ascenseur, debout, en maillot de bain avec le petit bac. Il lui dit Maurice, le taxi est en bas. Les enfants sont gardés. L'école est prévenue. L'hôtel est pris. Le billet est pris. Tout est prêt. Ça fait 3 secondes. 1, 2, 3. Alors lui, il la regarde comme ça et lui dit mais c'était juste une idée. Et comment ils vont faire? Comment ils vont faire ces deux-là? Comprenez ou non? Un Allah de chez Allah, mais tellement Allah qu'il y en a même qui en ont fait une religion, pour vous dire, ouais. Et lui, moi je n'ai pas besoin de vous mettre au courant, je veux dire, vous savez très bien. Et l'autre, pas de malade. Maintenant, des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le mari qui est khif et la femme que, quand elle a 2 cuillères à ranger, elle dit je suis perdu, j'arrive pas à... Je suis débordé, on est vendredi après-midi, depuis dimanche matin, j'ai les 2 cuillères qui sont là, si je la mets là, ça dérègle le tiroir, si je la mets là, c'est une autre forme de Allah, d'accord? Donc, des fois, c'est le mari qui est Allah, des fois, c'est la femme qui est Allah. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a voulu le bon Dieu de les mettre ensemble? À la limite, c'est une torture. Non. Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Il a mis les gens qui ont besoin d'être ensemble. Donc cette femme-là, qui est très chifa, elle a besoin de se calmer. Ça fait le jour où elle a acheté 4 appartements le même jour. 4 le même jour, elle t'a dit c'est une affaire. Non, c'est un bon vendeur, c'est pas vrai. 4 le même jour, enfin j'ai un petit peu. Et alors? C'est bien, c'est pas cher, c'est pour les enfants. Réfléchis. Bon. Donc avec son mari, elle va apprendre à se calmer. Le mari, lui, si Dieu veut, il va passer de l'état de coma chronique à la gelée de poulet en mouvement. Quand tu bouges l'assiette, tu sens qu'il y a quelque chose qui ressemble à la vie de loin. Il va évoluer, elle va grandir, lui va grandir. Ils sont complémentaires. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, la femme, elle amène la bracha. Si quelqu'un réfléchit bien, il regarde, la bracha, elle vient de la femme. S'il réfléchit bien, Hachem, il travaille, d'accord, il travaille, d'accord. Et quand la femme, elle dit, Hachem, il va être autre, qu'Hachem, il te fasse réussir, que ça soit du bien pour toi. Et le contraire, si tous les matins, quand il sort, elle le maudit. Tu vas tout planter, tu vas tout rater, les rendez-vous, rien, les trucs, rien. Regarde, elle se met devant le ciel. Toi, tu en vas dans la voiture, tu vas pour monter dans la voiture, tu la regardes, et elle regarde le ciel, elle te regarde, elle te dit. C'est tout un programme. Ouais. Non. Tu as besoin de la bracha de ta femme. Tu as besoin de la bracha de ton mari. C'est bon, c'est positif. Comme on a besoin de la bracha des parents, c'est positif. Mais la bracha, on ne peut pas l'exiger. Il faut la susciter. Alors, comment on appelle la bracha? La bracha, c'est l'expression de la neshama. C'est l'expression de la volonté. La volonté, elle va vers l'autre. Or, quand un homme, il exprime sa volonté pour sa femme, et que la femme, elle exprime la volonté pour l'homme, la conjonction des volontés s'appelle l'amour. Comme c'est dit le Maharan de Prague. Ahava, c'est Shaviut Tarisonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Or, on a dit que la volonté, elle vient d'Aneshama. C'est-à-dire qu'une femme, elle exprime sa volonté pour son mari, c'est-à-dire qu'elle va exister pour son mari, et le mari va exister pour la femme. Pour ça que l'amour, c'est la coexistence. Ne pas confondre avec la cohabitation, qui est une manière de payer un peu moins cher le loyer. D'accord? Pas être colocataire avec quelqu'un avec qui on a eu 6 enfants, ça devient compliqué. Au bout d'un moment, ça complique les rapports. Ouais. Non, on veut coexister, on veut construire quelque chose ensemble. Seulement qu'il faut avoir le courage et le travail à fournir soi-même pour le faire. C'est-à-dire que c'est pas possible, mais viens, on part. Viens, tu sais quoi, écoute, on va divorcer demain. Mais aujourd'hui, viens, on parle. Viens, on pose les choses. On parle comme des adultes. On pose un problème, on trouve une solution. Ouais, c'est trop simple. De toute façon, avec toi, ça se termine pareil. Ouais, une fois, tu vas pour parler à quelqu'un. De toute façon, je sais, tu vas revenir. Mais j'ai rien dit. Laisse-moi parler. Donc tu réfléchis. Le Yitzhara, il ne veut pas qu'on parle. Le Yitzhara, il ne veut pas qu'on échange. Le Yitzhara, il ne veut pas qu'on passe du temps. On n'a pas le temps. Les gens, ils n'ont pas le temps aujourd'hui. On compte beaucoup. Ils ont le temps de regarder la télé pendant 3 heures tous les jours, mais ils n'ont pas le temps de parler. Rav Frankin, il m'avait dit, la télé, c'est la mort du foyer. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement la télé. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y avait un petit peu la télé. Vous savez pas comment était la télé? Noir et blanc, avec tu bouges l'antenne. Mais non, ils font des écrans plats comme ta vie, plats. Ça coûte une tonne, il faut mettre son sang pour les payer, ça s'appelle des plasmas. D'accord? Ouais. Et l'image, elle est magnifique.
Elle est magnifique, c'est une image, mais tu dis, mais t'as envie d'embrasser le mec qui est sur la télé, le pigment, tu lui vois les points noirs, attends, je te l'enlève, attends. L'image est extraordinaire, mais le programme il est nul. Mais il est nul. Moi des fois je vais dans un supermarché, je passe devant les ordinateurs, maintenant ils ont mis la télé dans les ordinateurs de peur que si quelqu'un fait des choses, il essaie de s'échapper. Non, chier. Ça s'appelle la TNT, tous d'une nullité totale, on va y arriver. Quand tu vas faire, c'est quelqu'un, hein, j'entendais, j'ai dit le type, il parle. J'avais lu dans un article de journal, le type il gagne 30 000 € par émission. Et je te promets qu'il raconte des lourdeurs. Je me suis dit, mais attends, mais pour des lourdeurs pareilles, moi je vais arrêter de prendre un petit peu pour les conférences. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement de lourdeurs. Et toute la journée, plus lourd que lourd, plus lourd que lourd, plus lourd que lourd. Je vous fais une révélation, ne le répétez pas. Ça reste entre nous. Le patron de Coca-Cola, c'est une marque connue de boissons. C'est comme l'orgeat, mais en noir. Je ne sais pas quelle référence vous donner. Hein. Donc, ou le Boga, ouais. Donc, le patron de Coca-Cola, il a écrit une lettre. Non, le patron de TF1, il a écrit une lettre au patron de Coca-Cola. Il a dit, monsieur, nous mettrons tout en œuvre pour permettre que nos programmes développent chez les téléspectateurs la plus grande disponibilité d'esprit afin que ceux-ci reçoivent au mieux l'impact de vos messages. Ça va? Je vais vous traduire en français. L'image, elle a un impact. Elle a plus d'impact que la parole. D'accord? Maintenant, la publicité, elle va avoir un impact. Mais pour que l'impact de la publicité soit fort, il faut que l'esprit soit préparé pour ça. Le problème, c'est que chez l'homme, il y a une forme de hiérarchie qui s'appelle le superficiel et l'essentiel. Donc quand tu vois quelque chose d'essentiel, automatiquement, ça crée le superficiel par rapport. Oui. Maintenant, puisque le but, c'est la pub, mais la pub, elle est débile. Maintenant, pour que le type il trouve la pub super, il faut que l'émission d'avant, elle soit tellement débile que quand il regarde la pub, il dit mais cette pub, elle est vraiment super. Or, comme il y a une logique de proportionnalité inversée, puisque l'émission dure 1h30 et que la pub dure 17 secondes, donc il faut que l'émission soit super nulle pour que quand la personne elle voit la pub, elle dit, mais tu sais cette pub elle est intelligente, elle est bien faite, elle est bien construite, tu sais quoi, on va acheter cette jean, on va acheter cette lessive pour que ça crée un impact. Maintenant il a dit le patron de la télé, je vais vous donner les moyens à vos marques d'avoir un impact parce que je vais créer une disponibilité intellectuelle. Ça veut dire moi je vais m'engager à rendre les téléspectateurs brels pour que quand ils regardent la télé, ils deviennent Jack, brel. Attends, non, ça veut dire quoi? Non, c'est une tentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toi, je comprends la télé, ça existe. Moi, tout le monde a besoin de la regarder, d'accord. Mais dis-moi, maintenant vous êtes une famille. Il y a un homme, une femme et des enfants. On est tous assis devant la télé. Enfin, ils sont tous assis devant la télé, d'accord? Ils sont là tous les trois. Mais c'est très grave. Parce que pendant que la télé elle vit, la famille elle meurt. L'homme, il regarde un film d'aventure. Donc l'homme, il regarde Claudia, l'héroïne de l'aventure. La femme, elle regarde Tom, le héros. Tom crise, celui qui est toujours en crise. Oui. Tom, c'est un diminutif de Thomas. C'est petit Thomas, c'est Tom. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les deux, ils sont en train de regarder. Et le gosse, lui, il attend les actions dans le film. Maintenant, les trois, maintenant. Alors, l'homme, il ne connaît pas la femme, elle ne connaît pas le mari, et les deux ne connaissent pas les enfants. Après, tu dis, Rav, je vous appelle, j'ai découvert que mon fils a une vie, une double vie. Je pensais qu'il se couchait tard le soir parce qu'il faisait des matchs avec ses copains. Finalement, il joue au poker toutes les nuits. Quand vous venez découvrir que votre enfant, oui, il joue au poker, il fait partie d'un cercle de jeux, au début c'était comme ça un peu sur internet, après il a acheté des cartes, après il a acheté des CD qui expliquent comment il faut faire, et puis après il m'a demandé d'argent, et maintenant, eh bien, je viens d'apprendre qu'il a 12 000 € de dette dans un cercle de jeux. Vous savez combien j'en entends ça aujourd'hui? Des enfants que toute la nuit ils dorment, toute la nuit ils jouent, et toute la journée ils dorment. Ils vont plus à l'école, ils font plus rien, parce qu'ils jouent. C'est le poker. C'est pire que le shit. Ils jouent au poker. Aujourd'hui, si vous voulez réveiller un jeune qui dort le matin, vous n'arrivez pas à le lever, il faut lui dire poker tov, poker tov. Tu vas se lever.
C'est pas possible. J'ai dit, mais JG, ça veut dire jeune Jbel, comment vous venez de découvrir que votre fils il est accro au poker? Et toi tu viens de découvrir que ta femme elle est accro sur autre chose de khalwa. Et toi tu viens de découvrir que ton mari il fait des études de gynécologie sur internet. Ah je pensais pas, il m'a dit qu'il a des emails à faire à 4h30 du matin. À qui peut écrire à 4h30 du matin? Ben, tu sais avec le décalage horaire. Quand ton mari te dit chérie je vais voir mes emails à 2h du matin, tu sais ce que tu fais? Tu dis je vais venir avec toi mon amour. Il va te dire bon je les verrai demain, c'est pas grave. Alors imagine maintenant, le père il est dans la gynéco, la mère elle est dans les feux de l'amour, et le fils il est dans Messenger. C'est une autre maladie. Il vient de quitter son copain il y a 3 minutes, 4 minutes 30 après, t'es bien arrivé? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'as fait le devoir? Ça va bien? T'as mangé? Si mon fils, faut que je te parle, excuse-moi. Ça va? Oui? Et toi? Et ta sœur? Ça veut dire quoi, Abdoulaye? Ça veut dire que le problème, c'est que la cellule, elle est détruite. Faites une expérience. Jetez la télé par la fenêtre. Bon, c'est difficile. Jetez le câble. Quand je l'ai perdu, c'est pas où il est, non. Essayez de vous libérer de l'esclavage de la télé. Parce que la télé, c'est une forme de soumission. Normalement, un esclave, il a une chaîne. Toi, t'en as 240. Comment tu vas échapper? Quand t'as acheté la télé, il y avait une grande boîte et une petite boîte. Dans la grande boîte, il y avait le téléviseur. Dans la petite boîte, il y avait quoi? Un petit appareil. Et quand tu allais partir, le vendeur, il t'a dit, monsieur, n'oubliez pas, la télécommande. La télécommande. Il y en a, ils rentrent à la maison, ils appellent leur femme, ils allument la télé. C'est normal, c'est une dramatique en noir et blanc, et l'autre, c'est un film d'action. En fait, c'est pas shoot. Tu crées des espaces pour ton couple. Tu crées des espaces dans ta tête pour ton couple. Tu crées des espaces dans ton cœur. Tu crées des espaces dans ta bouche. Mais réfléchis, fais attention. Maîtrise-toi, apprends à te connaître. Apprends à réfléchir à ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que j'ai dit devant moi, les gens ils viennent devant moi en temps réel, en 5 minutes ils détruisent. Rappelez-vous que pour faire un vase en cristal, il faut des heures et des heures de travail. Mais pour le casser, il faut une seconde. Il suffit de taper au centre de gravité. Maintenant, tu ne le connais pas, mais le Yetzara, il le connaît. Donc, il va te faire dire des mots que tu ne devrais pas dire. Il va te faire faire des actes que tu ne devrais pas faire. Il va te faire faire des pensées que tu ne devrais pas avoir. Tu es marié, tu ne peux pas penser comme ça de ta femme. Tu dis, parfois, je ressens. Elle ne le sait pas. Tu crois qu'elle ne le sait pas. Tu crois qu'elle ne le ressent pas dans l'intimité, que tu n'es pas avec elle. Elle le sent très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit comprendre que rien que cet élément-là, qu'elle arrive à enlever le Yetzirara pour qu'il y ait un espace qui se crée entre les deux, qui s'appelle le couple. Parce que pour le moment, c'est un couple à 3. C'est un couple à 3. Maintenant, le couple à 3, c'est quoi? C'est où toi et ta femme et le bon Dieu, ça s'appelle la Shekhinah, même si tu n'es pas le religieux, ou toi et ta femme et les Yetzirara. Le jour où vous allez commencer à devenir intelligent, c'est quand vous allez dire les Yetzirara dehors, j'ai envie de parler avec mon mari. Mais tant que vous continuerez à parler avec un absent et avec une absente, il n'y aura pas de solution. Ça n'avancera jamais. Et vous avez des arguments, et vous allez remplir des dossiers, et vous allez continuer à vous expliquer, à vous justifier, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, le problème, vous le connaissez, c'est la solution que vous ne voulez pas aborder. Tant qu'on n'abordera pas la solution, on ne pourra pas trouver de solution au problème. Ça va? Bon, attendez que c'est quand même censé être un débat. Moi, je peux parler toute la nuit, donc je voudrais que quelqu'un lève la main pour poser une question, et je répondrai avec plaisir. Merci à vous.